Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, dans cette méta-vidéo que je fais au soleil russe. Ah, le soleil russe, la chaleur, l'été, même l'hiver. On est bien, hein? Dans cette méta-vidéo, je vais te parler en fait, t'exposer 7 mini-idées de vidéos que j'ai jamais faites, qui s'accumulaient dans mon Google Keep, tu sais le truc pour garder des notes, et qui ont malgré tout un fond intéressant, et que du coup je me sentais un peu de traiter, mais sans assez de consistance pour en faire une vidéo à part entière. Donc cette méta-vidéo va parler de 7 sujets assez différents et variés, avec des temps variables, j'en sais absolument rien, mais voilà, c'est toujours pour agiter tes idées, agiter tes neurones, te faire penser à des trucs, et aussi, et ne l'oublie pas, tu es intervenant, c'est des vidéos interactives et tu peux participer avec des commentaires, avec des idées, des liens, des trucs comme ça. Eh bien, c'est parti! Alors la première idée que je n'ai jamais faite, c'est, je te donne les titres en fait, je les ai notés. J'ai appelé cette vidéo, je voulais appeler cette vidéo le sacrifice de la création. Sacrifice de la création. Quand tu crées, alors la création c'est un processus qui demande du temps. J'en ai déjà parlé récemment parce qu'il faut du temps pour rentrer dans le flow. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas t'abandonner, c'est le moment où tu vas être le plus capable d'exprimer tes idées, de les poser sur le papier ou sur n'importe quel autre médium qui te permet de créer. Et comme il faut du temps pour créer, il va falloir, si tu veux t'adonner à ce processus, cette dynamique, je sais pas comment dire, cette activité, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Des sacrifices au niveau des autres activités chronophages que tu as dans la vie. Je donne des exemples. Pour moi, en ce moment, j'ai effectué ma dernière action de travail il y a pile une semaine. Et du coup, ça me laisse du temps pour dessiner, pour écrire, etc. C'est-à-dire que je fais, entre guillemets, un sacrifice sur l'argent que je peux gagner, mais bon, j'en ai assez, je te rassure, je suis pas en train de mendier, j'en ai même plus que nécessaire. Voilà, c'est un des types de sacrifices que tu dois faire si tu veux t'adonner vraiment profondément au processus de création. Il y a aussi le fait de peut-être moins se divertir, le fait d'être plus en fait dans une démarche de travail créatif, abandonner les travails financiers et les choses qui ne sont pas du travail. Simplement pour gagner du temps et pour à la fois du temps que tu vas utiliser pour extérioriser, mais aussi pour te nourrir, parce que le processus de création, il est pas, il faut ingérer des choses. Je pense pas que tu puisses créer indéfiniment sans avoir de nouvelles sources d'inspiration, sans te nourrir de nouvelles choses. Voilà. Donc les sacrifices de la création. La deuxième idée de vidéo, je les voyais plus purs qu'ils ne l'étaient. Ouais, souvent je mets pas ces titres un peu pompeux, mais c'est juste que ça me fait penser à des choses. Ça me rappelle des trucs et les trucs que je vais mettre dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'entendais par ça? Je les voyais plus purs qu'ils ne l'étaient. J'ai remarqué qu'à certains moments, je prenais les gens pour ce qu'ils n'étaient pas. Je les voyais un peu sans leurs défauts, je les voyais comme ils pouvaient être, donc de manière subjective, comme ils pouvaient être mieux, selon mon propre jugement, et je me trompais sur les personnes, car j'envoyais une projection sur eux, pas un jugement sur ce qu'ils étaient, mais sur ce que je pensais qu'ils pouvaient devenir. Il y a plusieurs personnes comme ça à qui dans ma tête je donnais des adjectifs, ou que j'aurais aimé voir d'une telle manière. Je disais, mais dans ma tête je me disais, même il m'arrivait de le dire dans la réalité, d'avoir une attitude comme ça, en disant mais pourquoi t'es pas comme ça alors que tu devrais être comme ça? J'avais l'impression de voir toute une couche de comportement, de comportement simplement on va dire, qui empêchait les personnes d'être ce que je pensais être leur véritable nature, leur nature un peu plus pure,
vertueuses, etc. Des gens qui faisaient des choses que je comprenais pas. Mais du coup, je me disais, simplement, si tu réfléchis à ça, peut-être que tu peux les enlever pour devenir qui tu dois être. Arrêter de courir, par exemple, tu vois. Ces gens qui courent après des choses qui n'ont pas de sens, ou que je jugeais, ou que je juge même toujours sans sens, mais qui en ont forcément pour les personnes qui le font. J'avais l'impression que je pouvais les aider aussi à enlever ça pour révéler cette nature primordiale, cette nature relax, cette nature de plein de choses que je jugeais comme mieux, ou comme je jugeais comme état naturel, voilà, par rapport à ce que ces personnes étaient réellement. Voilà. Je les voyais plus purs qu'ils ne l'étaient. La troisième idée de vidéo s'appelle les hommes et la transition hors du patriarcat. Dans cette vidéo, je voulais parler de comment les hommes étaient aussi des victimes du patriarcat et même enfin, je sais pas la plupart, mais t'as certains hommes, et ça m'apparaît encore plus clairement dans les régions dans lesquelles je suis, que l'on pourrait qualifier d'un peu moins libéral que, je sais pas, la France, les pays autour. Le patriarcat, c'est pas que du positif, c'est même pas du tout positif en fait. C'est pas parce que on peut voir là dans, j'ai pas trop envie de dire ça, mais je crois que je vais être obligé. Mais la femme est un peu au service de l'homme. Elle a un rôle assez réducteur qui est de s'occuper de la maison, qui est s'occuper de la cuisine, des enfants, etc. Pendant que les hommes sont censés travailler, mais on peut remarquer dans certains pays comme la Géorgie par exemple, qu'ils s'adonnent plus à la glande entre amis, à boire, etc. pendant que la femme s'occupe de tout le travail. Alors ça pourrait être une situation qui donne envie en fait pour certains hommes qui ont une mauvaise flemme, mais en fait il s'avère qu'en ne traitant pas la femme comme ton égale, au-delà de l'aspect métabolique et corporel, toi en tant qu'homme tu te prives de beaucoup de choses. Déjà tu te prives de la moitié des personnes avec lesquelles tu pourrais interagir, puisque en ne considérant pas la femme comme quelqu'un avec qui échanger au même niveau, bah voilà, 50% de la population, tu peux pas te connecter à 50% de la population pour échanger des idées, tu vois, ou alors les prendre avec un peu de dessus, comme toi t'es l'homme fort, comme t'es censé être viril, et que la femme elle est plutôt sensible, fragile, etc. Elle doit être mise un petit peu de côté. Je pense que c'est plutôt négatif déjà à ce niveau, parce que tu peux pas échanger, mais aussi parce que tu te prives de certains attributs que l'on attribue, certaines caractéristiques que l'on attribue à la femme dans ce système de patriarcat. C'est-à-dire que l'homme sensible, c'est un peu interdit, tu dois cacher tes émotions. Tu dois cacher simplement même ton affection, tu dois cacher ces qualités, voilà, qu'on attribue à la femme, et tu dois développer d'autres qualités comme plutôt machistes, comme la force, comme l'apparence, comme le bling bling, comme celui qui doit travailler, tu vois, celui qui doit travailler dur dans la carrière. Alors que pourquoi pas être des hommes au foyer, peut-être que ça peut être intéressant aussi, ou peut-être que l'on peut mieux partager les tâches. Voilà, voilà certaines des idées. Je pense j'avais eu cette idée il y a 2-3 mois, donc je pense que j'ai oublié plein de choses de ce que je voulais dire à ce sujet, mais les hommes sont, à mes yeux, vraiment des gros perdants dans le patriarcat. En fait, il n'y a que des perdants, selon moi, dans le patriarcat, et sans doute dans le matriarcat aussi, hein, c'est pour ça que je dirais, je suis pas trop féministe, je suis juste plutôt égalitariste, tu vois, voilà, qu'on se traite d'égal à égal, même si j'arriverai jamais à porter des enfants moi-même. Voilà, et que j'ai un corps un peu plus grand que la majorité, que les hommes ont un corps un peu plus grand dans la moyenne que les femmes. Effectivement, il y a des qualités physiques qu'on ne peut pas enlever, des qualités pas positives ou négatives, des caractéristiques. Mais voilà, ce que je pense sur les hommes et la transition hors du patriarcat, et pourquoi il faut aller dans ce sens-là, développer, et si tu as des idées, parce que c'est vrai que en fait, j'en ai discuté avec une féministe très engagée. On avait étrangement ce point de convergence, mais elle m'a dit des choses que j'ai oubliées depuis, parce que ça fait 2-3 mois qu'on en a parlé. Voilà, les hommes et la transition hors du patriarcat.
Cette vidéo, quatrième idée, était censée s'appeler ni bien ni mal que de la flemme. Et en fait ça rejoint une autre idée de vidéo que j'ai eue plus récemment en voyant une vidéo de Jo et les mondes intérieurs où elle disait quel est le sens de la vie ou un truc comme ça, et elle parlait de la loi du moindre effort. Je suis arrivé à la conclusion que il n'y avait pas de bien et de mal, déjà parce que dans l'absolu ça veut rien dire, mais aussi parce que il n'y a qu'une chose qui dirige les gens, je crois que c'est la flemme, c'est justement cette loi du moindre effort. Toutes les personnes sont excusables dans les trucs les plus terribles, puisqu'elles font ça pour leur propre bien-être, parce que c'est la chose qui leur semble aller le plus facilement dans la direction de leur bien-être, de leur développement, de ce qui peut les soulager de leur peut-être angoisse existentielle. La flemme, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais pourtant elle est toujours très présente en moi. La flemme, c'est simplement faire que le nécessaire. Et tous les trucs qui te semblent superflus, ça rejoint un peu, je les voyais plus purs qu'ils ne l'étaient, les gens qui courent après des choses. Je vais dire, mais non, et la flemme, il y a beaucoup de choses que tu fais mais qui n'ont pas de sens. À mes yeux, du coup, subjectivement. J'ai une flemme très développée, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de passer ma vie à faire des trucs qu'il me semble absurde de faire, qu'il me semble superflu, simplement. Et peut-être qu'il y a des décisions que j'ai prises et que d'autres personnes prennent tous les jours, qui semblent assez égoïstes, qui semblent assez négatives, ne pas servir peut-être le bien commun, tes proches, etc., que tu prends uniquement parce que tu as la flemme. Mais si tu as la flemme, je pense que tu as déjà des problèmes à résoudre en toi, c'est-à-dire que tu as des activités autour de toi qui ne te suscitent pas suffisamment d'intérêt, et tu peux prendre un temps de flemme, il n'y a pas de mal à ça, c'est pour ça que c'est pas mal, c'est pas forcément bien non plus, parce que si tu passes trop de temps à faire de la flemme, tu fais plus rien. Donc prends du temps pour analyser ce qui te cause la flemme, et peut-être tes nouveaux centres d'intérêt qui te permettraient d'être dans une belle démarche, de te connecter aux gens, d'avoir des choses à partager, des choses qui sont positives, qui t'améliorent toi et donc qui amélioreront ton environnement. Voilà. Ni bien ni mal que de la flemme. Cette cinquième vidéo, c'est le rapport temps-ami. Je voulais juste mettre en évidence le lien... je voulais employer un terme mathématique très compliqué pour dire réciprocité, c'est-à-dire que tu sais, ça marche dans un sens et ça marche dans l'autre aussi, donc je sais plus. Le rapport temps-ami. J'ai remarqué que avec tes amis, tu as envie de passer plus de temps. Putain le gars, hein. Mais aussi que plus tu passes du temps avec des gens et plus tu as des chances d'avoir des choses à partager et donc de t'en faire des amis. Pour moi, les amis, c'est des gens, c'est pas des gens pour lesquels tu as simplement de l'affection et de l'amour, c'est des gens avec lesquels tu aimes partager des choses, tu aimes partager des moments, tu aimes simplement faire des trucs. Et ça, c'est plutôt pour le premier aspect. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de passer du temps avec tes amis parce que vous faites les mêmes choses, parce que vous avez des choses à partager, mais aussi quand par exemple tu travailles avec des collègues, je veux dire dans un travail employé ou plutôt dans des associations ou peu importe ce que tu fais, mais avec des gens que tu n'as pas forcément choisis, et puis tu vas passer du temps, tu vas vivre des moments avec ces personnes, tu vas rigoler des fois, tu vas partager des moments de complicité, d'intimité, et petit à petit ces gens vont ou non, parce que tu peux aussi très bien ne pas t'entendre avec ces personnes, ces gens peuvent devenir tes amis uniquement parce que tu passes du temps avec. Donc peut-être que des fois il est intéressant de passer des moments avec des gens sur lesquels tu n'as pas forcément une bonne impression depuis le début. Après, si t'as déjà bien dérivé des motifs depuis à force d'avoir fait des rencontres, des expériences, etc., peut-être que tu peux te permettre à ce moment-là de te dire non, j'ai pas envie de me connecter avec tel type de personne. Mais il faut être sûr de tes motifs. Mais peut-être qu'il est aussi intéressant des fois de pas s'arrêter justement à ces motifs, de laisser une chance avec les gens, de partager des moments avec eux, même si au début tu as l'impression que ça va pas passer. Voilà. C'est un truc que je remarque aussi dans les chemins, même si c'est pas à ça que j'ai pensé,
Dans les hostels, des fois, il y a des gens d'apparence comme ça, tu dis je suis pas sûr d'avoir envie de partager avec eux, et puis ils te proposent, ou tu as envie de faire un truc et t'as la flemme de le faire tout seul, alors tu leur dis bon, soit on fait la cuisine, soit on va visiter ça, soit on va se promener, soit je sais pas, juste on partage un thé, tu vois. Et puis tu te rends compte qu'en fait finalement tu peux créer une complicité, une intimité avec ces personnes. Voilà ce que je voulais dire à propos du rapport entre temps et amis. Et aussi, ah non, c'est une autre vidéo, alors je la ferai à un autre moment. C'était la 5e idée. La 6e idée. Aïe aïe aïe, l'avant-dernière déjà. Oh. La 6e idée, c'était si ça ne va pas, prends soin de toi. Dans les périodes de malaise, où t'es un peu perdu, où tu sais plus quoi faire pour le faire cesser, si t'as pas de centre d'intérêt qui te permettent un peu de te construire, de bien te développer, etc. Alors, il est intéressant de faire des activités pour toi qui vont t'apporter des choses positives. Alors à quoi je pense à quoi je pensais à ce moment-là, je lisais des livres de développement personnel et je me rendais compte que peu importe le contenu, dès le moment où je trouvais un livre qui pouvait potentiellement même m'intéresser en surface, pas forcément dans le fond, et que je passais du temps à le lire, que j'avais des nouvelles idées à essayer, ça me faisait du bien. Il y a aussi ce yoga que malheureusement je trouve plus du tout le temps et l'environnement pour le faire. J'ai très envie de rentrer aussi pour m'y remettre. Mais je remarquais que quand je décidais de faire du yoga, je passais 1 heure à me concentrer et le malaise disparaissait petit à petit. Parce qu'en fait, d'une part, je faisais du bien à mon corps, mais aussi parce que je savais que j'étais dans une dynamique de prendre soin de moi justement, eh bien, j'allais mieux. Et en fait, je pense que si tu sais pas quoi faire, enfin je veux dire si tu te sens vraiment dans un malaise profond et que tu te dis ah je sais pas comment en sortir, que tu es très déprimé, peut-être qu'il faut simplement parce que je suis sûr que tu as déjà plein d'idées pour aller mieux, mais que tu mets de côté en disant ça va pas m'aider. Mais si, parce que en fait à partir du moment où tu vas t'occuper et tu vas tester des nouveaux trucs, tu vas déjà aller mieux. Voilà, il me semble, hein, après je peux me tromper, donc trouver le livre de développement personnel qu'il te faut, trouver l'activité physique, comme la marche c'est déjà génial pour aller mieux. Et puis aussi peut-être écrire, tu vois, quand t'écris sur tes problèmes, t'essaies de faire un bilan, du feedback, etc. Tu te rends compte, moi c'est au tout début, enfin pas au tout début, mais pendant 2 mois et demi, j'avais un journal de voyage. Je l'ai fini parce qu'il faisait beaucoup trop de pages, non pas beaucoup trop, mais voilà, il devait faire 170, 180 pages. En 2 mois et demi, tu te rends compte comme je suis productif. Et puis je suis arrivé à Athènes, j'ai eu une grosse flemme de recommencer. De temps en temps, ça m'arrive de prendre des notes quand même pour me souvenir de trucs. Mais comme j'ai maintenant un autre projet créatif, c'est vrai que je prends plus le temps de le faire. Mais c'était intéressant parce que quand je me sentais mal à l'aise, j'écrivais dans ce truc, tu vois, ça me permettait d'extérioriser certains sentiments négatifs, un certain cynisme, un certain putain ça sert à rien, je suis perdu, je fais n'importe quoi. Une fois que je l'avais noté, une fois que je l'avais exprimé, déjà ça me permettait de voir les points sur lesquels travailler, mais aussi, et je pense que c'est le plus important, pendant ce moment où t'écris, tu penses plus au malaise, et du coup tu tournes plus en rond parce que le malaise, le truc c'est que plus tu y penses et plus il existe, plus tu donnes de la consistance. Voilà, c'était mon idée, si ça va pas, prends soin de toi. Oh, la 7e vidéo, déjà la fin. Cette vidéo, je l'ai intitulée le passeport européen. Alors je pensais à ça, alors ça va te faire rire au début, mais c'est un truc assez sérieux finalement. Et je vais l'enrichir avec une autre chose que je vais dire au tout début, c'est qu'en fait, j'ai découvert, en discutant avec des gens, que le passeport pour Schengen était très très compliqué à avoir. Et que du coup, il y avait comme une espèce de petite forteresse. On vit dans une belle prison dorée, non pas prison, mais en fait, en se privant de certains, je sais pas comment dire, certains touristes, certains types de touristes, je crois qu'on perd vraiment, en fait. Parce que j'étais en Azerbaïdjan, à Bakou, et j'étais avec plein de touristes iraniens et pakistanais.
des gens que tu ne vois jamais dans ton pays, en France. Il n'y a pas beaucoup de touristes iraniens et pakistanais. Enfin, en tout cas, moi, je rencontre pas. Après, c'est vrai qu'en France, je rencontre pas trop des Iraniens, des Pakistanais. Mais pendant tout mon voyage en Europe, enfin, notamment dans Schengen, j'ai pas rencontré beaucoup d'Iraniens et de Pakistanais. Par exemple. Après, il y a plein d'autres pays que j'ai pas rencontrés. Mais c'est juste que je les ai vus à Bakou et que, en discutant avec eux, surtout avec un Iranien qui me disait « Ah là là, t'as trop de la chance parce que nous, on a un passeport pourri, on a une monnaie vraiment à chier. » Et je me dis « Bah non, enfin ça, c'est toi qui décides. » Et puis, quand même, en discutant, il avait des arguments convaincants. C'est vrai que la monnaie iranienne est quand même assez faible. Elle te permet pas de faire ce que moi, je suis en train de faire, c'est-à-dire voyager et économiser de l'argent. Donc, Schengen, c'est un peu, il me semble que c'est assez compliqué, peut-être au niveau de la Chine, tu vois. C'est dire comme c'est complexe. Maintenant, ce qui m'a fait penser à cette vidéo sur le passeport européen, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que le passeport européen, c'est, du coup, un super outil de séduction. C'est-à-dire qu'il y a pas plein, mais quand j'étais en Bosnie, je discutais avec des gens, des Bosniaques, et on rigolait sur le fait qu'il y avait certaines personnes qui étaient prêtes à tout pour choper un passeport justement Schengen en Bosnie comme en Turquie. Je sais pas trop pourquoi, ils sont très attirés par l'Allemagne. Je pense que c'est vraiment la terre d'accueil, peut-être comme peut-être la Suède. La France, ça a l'air d'être pareil, une petite forteresse quand même, hein, finalement, en comparaison. Et pareil, en Serbie, je rencontre une dame, une demoiselle qui avait un passeport serbo-croate. Et les Croates, depuis qu'ils sont dans la zone euro, dans la zone Schengen, ah non, ils sont pas Schengen, mais ils ont quand même le passeport européen. Donc ils ont certains des avantages qui sont avec. Elle disait qu'il y avait pas mal de ses amis qui, sur le ton de la rigolade, mais comme on dit, il y a toujours une part de sérieux dans la blague, lui disait « S'il te plaît, épouse-moi, comme ça on pourrait avoir les papiers européens ». Et donc je me suis dit que si jamais tu étais vraiment en galère de partenaire, tu pouvais partir dans un autre pays, un pays où c'est un peu plus la dèche, et que tu pouvais dire j'ai un passeport européen, tu peux venir faire un mariage blanc que tu peux peut-être consommer et profiter de certaines choses. Bon après ça ressemble un peu à de la prostitution, donc je te laisse réfléchir avec ton éthique, etc. Mais voilà, le passeport européen, un outil de séduction très convaincant. Et voilà, c'est la fin de ces 7 petites idées vidéo. J'espère que tu as des nouvelles idées géniales, ou pas, mais que ça t'inspire pour réfléchir. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, parce que peut-être aussi belle que la mienne, même si un peu froide, surtout au niveau des pieds, sur lesquels la neige a fondu, et maintenant j'ai les pieds froids et les mains aussi. Mais j'ai un beau soleil en face de moi, j'ai un bel environnement neigeux, et j'ai une belle chose voilà, j'ai des belles choses qui m'attendent, voilà, c'est un bon moment. Donc je te souhaite aussi des belles choses. Belle journée à toi, belle soirée, beau tout.